Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On attend Margot. Je vais essayer d'épingler le thème. Je n'y arrive pas. Bonjour à tous. Coucou Isabelle. On attend Margot. Et voilà, elle est là. Margot, j'attends que tu m'envoies une invitation. Coucou Charlotte. Coucou tout le monde. Et voilà. Coucou Mathilde. Et magnifique. Salut Margot, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Donc, j'ai proposé à Margot, qui est donc que je suis d'abord sur Instagram, qui est chanteuse, photographe, artiste. Et Margot a fait un live en fait pendant le confinement. Elle a parlé de sa découverte de l'hypersensibilité, donc je trouvais ça intéressant d'avoir une invitée qui peut nous donner un point de vue plus personnel, accompagné de évidemment une dimension plus orientée coaching. Donc merci Margot d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Voilà. Bon, alors je vais faire une brève définition de l'hypersensibilité avant que Margot nous parle de ses ressentis. L'hypersensibilité, avant tout, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome clinique qui est signe d'une grande réceptivité. 20% de la population est touchée par l'hypersensibilité et ça se traduit par une hypervigilance, une hypersensibilité aux choses, des émotions débordantes et de ce fait, on peut se sentir facilement noyé en fait par nos émotions parce que c'est un peu comme des montagnes russes. Euh, mais ce n'est pas une maladie, c'est juste une différence. Donc, on va parler aussi de comment on peut vivre avec, mieux l'apprivoiser pour en faire une force, parce que ce n'est pas que du négatif, c'est aussi beaucoup de positif. Donc, j'ai parlé des effets négatifs, à savoir, en effet, cette explosion d'émotions mais bon, qui accompagne donc des réactions disproportionnées parfois, une hyperfragilité, etc. Pour vous donner juste une petite idée, en fait, la majeure partie des gens fonctionnent avec leur hémisphère gauche, donc qui est le mental, la raison, l'analyse, et les hypersensibles vont davantage fonctionner avec l'hémisphère droit, qui est l'intuition, la créativité, mais donc aussi la sensibilité. Mais c'est aussi pour ça que c'est une très bonne chose d'être un hypersensible parce qu'on a une plus grande créativité. Donc ça, Margot va pouvoir nous en parler. Mais c'est aussi signe d'une grande empathie, d'une grande conscience professionnelle et d'une attention aux autres très particulière. Donc la vie a davantage de couleurs avec un hypersensible. Donc cela, c'est aussi pour les personnes qui vivent avec des hypersensibles. Il faut savoir les gérer au quotidien parce que c'est un accompagnement de up, de down, de up, de down. Et non, ce n'est pas nécessairement des bipolaires. Ça peut être tout simplement une mauvaise gestion de nos émotions qui sont parfois très, très intenses et beaucoup plus intenses chez nous que chez la majeure partie des gens. Voilà, j'ai assez parlé. Margot, Ok. En fait, Margot, pendant le confinement, a posté un article, mais ça, je vais la laisser raconter. Je vais te laisser raconter. Alors moi, mon rapport avec l'hypersensibilité est tout nouveau et tout neuf parce que j'ai un peu eu cette révélation pendant le confinement. Je pense aussi que j'ai eu cette révélation parce que j'avais plus de temps pour essayer de comprendre certaines émotions, de me renseigner aussi dessus, de les écouter davantage, parce qu'on était plus dans l'instant présent que je pense dans cette course effrénée du quotidien qu'on pouvait avoir avant. En tout cas pour ma part, comme ça que j'ai vécu le confinement. Et il se trouve qu'en effet, j'ai fait un post sur Instagram en parlant d'hypersensibilité. Pas forcément pour donner une définition, mais pour parler de mon ressenti de ce confinement et de la vie en général. Et en demandant un peu conseil et en posant la question, en mettant le sujet sur la table sans vraiment avoir
d'idées derrière la tête. Et en fait, j'ai reçu énormément de réponses, de témoignages, de questions, de soutien, de messages dans lesquels je me suis beaucoup reconnue. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler d'hypersensibilité avant. Je m'étais un petit peu renseignée, mais je pense que comme j'étais moins à l'écoute de moi-même et peut-être aussi des autres à ce moment-là, j'étais moins sensible, on va dire, aux définitions que j'ai plus prises aussi comme des définitions qui pouvaient correspondre à tout le monde en fait. Et c'est le cas parce on est nombreux. On est nombreux à être hypersensibles. Mais c'est vrai que là, du coup, d'avoir ces témoignages très personnels en direct et de pouvoir échanger avec ces personnes m'a énormément aidé en tout cas dans la compréhension de cette définition et aussi dans l'acceptation de faire partie de cette définition, de faire partie de cette famille. Et du coup, dans l'envie, dans l'envie d'approfondir cette connaissance, ça a évidemment grandement éveillé ma curiosité. Et j'ai aussi ressenti énormément le besoin d'en parler. Ouais. Et le besoin des gens qui m'ont écrit, qu'on en parle pour eux aussi. Et qu'on en parle pour eux parce qu'ils sont hypersensibles. Et comme tu le disais très bien au début de ton intervention, euh, pour ceux aussi qui ne seraient pas hypersensibles et qui seraient pourtant sensibilisés en tout cas sur le sujet ou qui vivraient avec des hypersensibles en couple, dans la famille, qui ont des amis qui le sont, etc. Donc voilà. Et en effet, dans tous les Les effets effets. de Ouais. l'idée, je m'y retrouve pratiquement dans tous. Je Ouais. coche quasiment toutes les cases. Tu parles de la difficulté de gérer ses émotions et c'est vrai. Il y a cette hypervigilance que moi je vis, pardon, que moi je vis avec cette particulière attention aux détails. Il y a en effet cette lucidité Ouais. ou cette intuition qu'il est difficile parfois d'écouter et d'entendre et de comprendre. Donc je pense que le fait de savoir maintenant que ça fait partie de moi, ça va me permettre aussi d'ouvrir un peu mes œillères. Ouais. Il y a évidemment cette émotivité énorme qui me fait pleurer beaucoup, euh, mais surtout de joie, j'avoue. Ouais. Il Ça, c'est la bonne chose. il y a aussi du coup beaucoup de susceptibilité, il y a Ouais. beaucoup Mais il y a de- aussi l'hypersensibilité de ses cinq sens. C'est-à-dire voilà. que comme on est énormément, bah oui, l'empathie, comme dit MV, mais il y a en fait cette Ouais. sensibilité des cinq sens. Donc on a le visuel qui va être beaucoup plus sensible, donc forcément une lumière trop intense peut être insupportable. Il y a le son, il y a l'odorat qui va être aussi plus développé. Et en fait, ça va être Je t'ai perdu, Ah Margot. non! Attends. C'est bon, c'est bon. Et en fait, cette hypersensibilité va se représenter au quotidien, en fait, quotidiennement. On ne t'entend plus. Est-ce que tu arrives à te déconnecter et peut-être à te reconnecter? Ouais, je ne t'entends plus. Est-ce que tu arrives à éventuellement, voilà, on va réattendre Margot. Mais en effet, tout ça, c'est des symptômes, la difficulté à gérer les émotions, l'hypersensibilité aux facteurs stressants, l'intuition. Il y a du bon et il y a du mauvais. Et forcément, il y a du bon. Donc, à partir du moment où vraiment on décide de l'accepter, de le reconnaître déjà, et puis après de l'accepter, ça va, t'es de retour? Ouais! Ok, c'est bon, on t'entend. Désolée! Ok. Je disais que à partir du moment où tu le reconnais, tu sais que tu es une hypersensible, tu sais que tu peux vivre avec. Après, il y a aussi ta créativité. Donc, il y a justement quelqu'un qui me posait la question cet après-midi de comment tu avais réussi à utiliser ton hypersensibilité pour développer ta créativité. Je pense que je l'ai fait de manière totalement inconsciente parce que, comme je disais, j'ai découvert mon hypersensibilité. Enfin,
je la connais, elle est en moi depuis toujours. J'ai mis un mot dessus que très récemment. Ouais. Donc, je pense que la créativité, elle a fait partie de moi grâce à cette hypersensibilité. Parce qu'en effet, je dirais que c'est cette attention aux détails qui, du coup, m'a énormément attirée vers, vers les choses qui m'entourent et du coup, vers la photo. Tu vas trouver des jolies choses. Enfin, je pense que c'est l'attention aux détails, le sens de l'esthétisme aussi, même si c'est très subjectif et même si, voilà, ça peut être particulier de dire ça et je veux pas dire ça en me lançant des fleurs, mais je pense il y a quelque chose, tendre vers la beauté, rechercher le beau. Et donc dans les détails qui m'entourent, mais c'est le beau visuel, mais c'est aussi, tu vois, à travers l'écoute, la compréhension, l'empathie, en effet, que tu as des gens qui t'entourent, que ce soit tes amis, mais même des inconnus. Mais du coup, ce fait de se nourrir de ça, se nourrir d'images, de mots, de sons, de lumière, de sensations, d'émotions. Et je pense que du coup, il y a dans tout ça, c'est-à-dire se nourrir de tout ça, ça ouvre une grande curiosité, Ouais. un grand besoin, tu vois, d'en savoir plus, de découvrir, de rencontrer, tu vois, de partager ses expériences, et un grand besoin aussi de les exprimer et de pouvoir sortir ses émotions, ses sensations, la façon dont tu les reçois, pour déjà, d'une certaine manière, les canaliser ou pas, en tout cas pour leur donner une vie et pour faire en sorte qu'elles existent, pour pas se sentir opprimées par ça et pour les faire. Je pense qu'il y avait besoin aussi de partager ce regard, partager cette émotion, partager ces sensations et du coup, mais il y en a qui l'expriment. Ouais. Dans la cuisine, il y en a qui l'expriment dans le sport, il y en a qui l'expriment pas dans la danse. Moi, c'est de la musique, mais je pense qu'au final, de plus en plus, c'est aussi dans les relations humaines où tu arrives à trouver une harmonie, un échange, tu vois. Je Voilà. Donc, je comprends. pense que la créativité, elle est nourrie. Non, j'ai bloqué encore. Ouais, je crois un petit peu. Mais je vais rebondir sur la question de Célia qui dit qu'elle t'a bugué. Ça va, on t'a récupéré. On t'a récupéré. Et sans le son cette fois-ci. Donc peut-être tu vas te redéconnecter et te reconnecter. Pas de souci, c'est cool. Donc Célia, tu disais qu'en fait, toi, tu ne te reconnaissais pas forcément dans la créativité. En fait, on peut être hypersensible, diffusé en direct. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré Margot. Faut essayer avec des écouteurs, nous dit quelqu'un. Donc Célia nous disait qu'elle ne se retrouvait pas forcément dans le côté créatif. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, en gros, tu peux cocher que 9 critères sur 10. Tu n'es pas forcément créative, mais tu peux être très, très intuitive. Et on en parlait avec Margot tout à l'heure. On est toutes les deux des hypersensibles, mais elle a plus... elle a plus profité de son hypersensibilité dans sa créativité et moi de mon hypersensibilité dans l'intuition. Donc après, après, ça dépend de chaque personne. Encore une fois, il n'y a pas une solution universelle, etc. La grande définition de l'hypersensibilité, c'est la grande réceptivité. C'est-à-dire vraiment cette faculté, en fait, à vraiment ressentir les choses. Après, tu peux t'en servir pour de la créativité parce que tu vas avoir tendance à plus partir vers quelque chose de créatif ou vers l'intuition, etc. Donc ça, c'était pour répondre à ta question, Célia. Il y a de la... Non, mais si je peux me permettre, du coup, je suis de retour, Ouais, si bien vous sûr. m'entendez. Je suis désolée pour ce bug. t'entend. Je sais pas d'où ça sort. Normalement, ça se passe bien. J'ai pourri Cécile la dernière fois pour notre premier live parce que c'était elle qui buguait, mais en fait, c'était peut-être de ma faute. Non, mais à bon. culpa. Oui, mais il y en a aussi qui l'expriment dans la médecine, par exemple, tu vois, et qui se servent de cette empathie pour faire de la psycho, pour faire médecine, pour accompagner les gens. Pour accompagner les gens. Donc, il n'y a pas que de la créativité. Je pense que l'hypersensibilité une fois qu'elle est comprise, acceptée et qu'elle n'est pas vue comme
comme un fléau, comme un problème, peut être développé et servir de super pouvoir aux gens pour en faire quelque chose d'ultra bénéfique. Ça veut pas dire que c'est pas facile. Moi, ma créativité, c'est une manière de l'exprimer, mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est dur. Là, d'ailleurs, je viens de passer une semaine, j'étais dans le gris total, et ça n'allait pas. Mais le fait de le savoir, de pouvoir l'identifier, ça permet aussi de prendre un peu de recul sur ces phases. Et ça permet aussi de se dire que demain, c'est normal. Et ça arrive. Donc, justement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en me disant comment on déculpabilise, en fait. Et justement, je sais que tu as la réponse à ça. Donc, j'en profite parce que je lui ai promis que j'allais poser la question pendant le live. Ouais. La déculpabilisation, moi, c'est un mot que j'ai pu mettre justement très récemment grâce au mot de l'hypersensibilité et grâce à sa définition. Et où le premier sentiment que j'ai eu en lisant ces définitions, en me retrouvant dedans et en me disant que ça existait, que c'était pas seulement moi qui pouvait être ultra susceptible, parano, un peu sauvage aussi, parce qu'en effet, avec ces besoins de se retrouver seul ou en tout cas d'avoir des moments calmes quand tu es très sollicité, etc. Ça a été la déculpabilisation. Et la déculpabilisation, c'est déjà de se dire que non, tu n'es pas trop ceci, cela, que c'est pas grave de pleurer, que c'est pas grave d'avoir des humeurs qui changent en une journée, de passer par 15 états d'âme. Et c'est aussi, moi, je sais qu'en tout cas, ce qui m'apaise vachement, c'est déjà de me dire que de un, c'est pas grave et c'est normal. Et de deux, de savoir que ça va aller mieux, que c'est des phases, que c'est des moments. C'est des cycles. Voilà, c'est des cycles. Et on parle pas, et encore une fois, un truc qui est très important, c'est que quand on parle de cycles, etc., je veux pas genrer l'hypersensibilité. On est autant d'hommes que de femmes à être hypersensibles. Ouais. Et il y a un peu ce truc de se dire, OK, bon, c'est lié aux règles, c'est les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes et tout. Non, pas du tout. Bon, on dit trois femmes pour un homme. Ah bon, pardon, j'ai pas les... non, mais bon, je rajoute les données. Mais oui, en effet, il y a de la misogynie totale quand on parle d'hypersensibilité. Voilà, il faut pas que ce soit un tabou pour les hommes de dire je suis hypersensible, ça n'enlève en rien, ça n'enlève en rien votre virilité et votre capacité d'endurance. Non, mais je me permets de dire ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages aussi d'hommes qui me disaient c'est tellement dur pour nous, hommes, d'assumer ce statut, cette définition, ou qui n'en avaient jamais entendu parler avant et qui, du coup, sont aussi un peu soulagés de... Voilà. Donc, pour revenir à la déculpabilisation, il faut se dire que ça passe et que ça ira mieux. Et je pense que dans cette forme de déculpabilisation, il y a aussi la capacité, en tout cas, d'ouvrir cette discussion avec l'entourage. Pour pouvoir aussi que l'entourage comprenne. Il y a justement quelqu'un qui a mis c'est difficile en fait d'être hypersensible pour les gens qui nous entourent. Et donc voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais je pense que pour l'entourage aussi, de comprendre un peu plus le schéma, entre guillemets, la définition. Ouais. Ça permet d'être un peu plus tolérant, je pense, un peu plus patient, un peu plus bienveillant. Peut-être il y a du bon de vivre avec un hypersensible. Bien sûr. Aux gens qui nous entourent, c'est que de vivre avec un hypersensible, la vie a davantage de couleurs, a davantage d'émotions. On peut travailler d'autant plus notre créativité parce qu'on va être poussé à explorer notre créativité. On va être poussé à s'adapter aussi plus facilement. Et puis, on peut aussi profiter de l'intuition de l'hypersensible avec qui l'on vit. On entend souvent « t'es chiante ». Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marlo. Mais en fait, c'est pas ça. Enfin, oui, je te laisse parler. Non, mais je veux dire, je pense qu'en effet, c'est important de savoir bien s'entourer pour avoir des gens qui, justement, sont pas dans le jugement. J'ai vu la question passer de comment s'entourer. Ça, je pense qu'il faut d'abord commencer par se connaître. On se connaîtra jamais entièrement, mais en tout cas, de commencer avec une écoute de soi.
plus importante. Moi, je sais que je me permets de dire ça parce que c'est ce qui m'est arrivé pendant le confinement. Je pense que la vie que je menais avant me permettait pas suffisamment d'avoir le temps et d'avoir l'espace pour m'écouter et me comprendre. Mais je pense que de se connaître davantage permet aussi de savoir ce dont on a envie, ce dont on a besoin et ce qu'on refuse dans la vie, dans l'entourage. Je dis ça, c'est pas facile, hein. C'est évidemment pas facile de faire ses choix ou de les comprendre. Ouais. De les mettre en place. Mais je pense que déjà, quand on sait identifier quelques relations toxiques ou quelques habitudes un peu nocives, ben, il faut savoir s'en détacher ou en tout cas prendre un peu de recul par rapport à ça. Savoir aussi peut-être reposer quelques bases et ouvrir la discussion sur le sujet, justement. Je pense qu'il y a toute cette démarche qu'on fait avec ces lives ou en fait, dans le fait d'en parler qui sert un peu d'éducation aussi. Et voilà. Et après, encore une fois, surtout être conscient de la chance que c'est d'être hypersensible et de pouvoir partager et le bon et le mauvais, mais en tout cas de pouvoir partager le bon, c'est-à-dire en effet ressentir les choses très fort, être encore plus soucieux de l'autre et de ses émotions et de ses sentiments, et donc être très attentif à son bien-être aussi, avoir une capacité à l'exprimer. Et je pense que ce qui est très important parmi nous, êtres humains, c'est la communication. Donc, c'est de pouvoir en parler. C'est en effet faire vibrer les gens autour de nous. Voilà, et pouvoir partager à notre manière les couleurs qu'on voit, qu'on ressent. Exactement. Voilà. Je rebondis sur les gens qui parlent de la solitude. Le fait d'être associable, etc. En fait, le vrai, la limite en fait de l'hypersensibilité, c'est quand on ne s'écoute pas et qu'on n'écoute pas nos émotions. La plupart des hypersensibles vont avoir tendance à adopter une stratégie d'évitement ou même, ça va même jusqu'à la phobie sociale, la dépression même parfois, etc. Donc la première chose à savoir, c'est à partir du moment où on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, c'est de l'accepter. En fait, tout simplement. Et ça, c'est ce que Margot a dit à plusieurs reprises. Et vraiment, le message... Bon, après, on va rentrer plus dans le côté technique des outils. Mais la première chose à savoir, qui est très, très importante, c'est de le reconnaître. Et à partir du moment où on accueille, en fait, cette émotion-là, on va aussi travailler sur d'autres choses. On va apprendre à se protéger plus correctement. On va apprendre à mieux gérer ses émotions. Et du coup, en fait, le rapport aux autres va aussi se transformer. Donc, il faut associable. Ça peut évoluer. C'est pas un état. La phobie sociale, ça se soigne. Et c'est sûr qu'on a un plus grand besoin de solitude en étant hypersensible pour recharger nos batteries. On va avoir besoin de sas de décompression. Mais on peut alterner. En fait, je trouve, c'est ce qui me fait marrer, mais je trouve que ce qu'il y a de plus difficile finalement dans cette définition et en étant hypersensible, c'est ce que je ressens spontanément là quand tu dis tout ça, c'est que c'est aussi très contradictoire. Tu vois, dans la définition et dans la manière dont on peut être, parce qu'il y a en effet ce besoin de s'isoler quand on est très sollicité, mais en même temps, on a un grand besoin de l'accueil de l'autre et tu vois, de l'attention de l'autre, de l'affection de l'autre. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Il y a cette capacité à s'adapter, la curiosité, l'ouverture d'esprit, tu vois, le besoin d'accumuler les expériences et en même temps une énorme peur du changement et une énorme peur du départ donc il y a toutes ces émotions qui sont très contradictoires qu'il faut gérer aussi. Moi, encore une fois, le fait de découvrir cette définition et de me dire qu'en fait j'étais pas la seule à être comme ça, il y en a d'autres ça qui m'a sont en train de rassurée. le découvrir en ce moment d'ailleurs. Ouais, mais ça m'a rassurée de me dire que je suis pas folle, je suis pas instable, je suis pas bipolaire, je suis pas relou, je suis pas chiante. Je suis pas chiante, voilà. Non, ça fait partie du process aussi, ça fait partie de notre façon de voir et de ressentir les choses. Je pense que c'est une grande chance quand on arrive en effet à bien s'entourer, d'avoir des gens qui le comprennent, qui l'acceptent et qui le gèrent correctement. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon copain n'est pas du tout hypersensible, mais il anticipe un peu ses émotions
en dents de scie, en montagne russe. Ouais. Il les comprend, il les accepte, limite ça le fait rire. Et du coup, moi, ça me permet aussi de complètement dédramatiser le moment, quoi. Et enfin, je parle de mon copain, évidemment, parce que je suis avec lui en confinement, donc c'est lui qui prend très cher. Mais, mais j'ai quelques amis qui le comprennent aussi et qui sont très patients et très à l'écoute. Et voilà. Donc, je pense que l'entourage, ça joue beaucoup, en effet. Sur ce que dit Chloé, qui dit bipolarité différent de relou, de taré, etc. Évidemment Bien que sûr. bipolarité, c'est complètement différent. C'est juste que les gens qui ne s'y connaissent pas et qui ne connaissent pas la maladie de la bipolarité ou Bien le sûr. syndrome clinique de l'hypersensibilité, ces gens-là, ils vont avoir tendance à tout mettre dans le même sac. Et en fait, une personne qui va souffrir de bipolarité ou une personne qui va souffrir de son hypersensibilité va être amenée, en fait, à être traitée de relou et de chiante et de... mais c'est malheureusement aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez. Et il y a quelqu'un qui pose la question, comment as-tu annoncé à ton copain que tu es hypersensible, Margot? Mais alors, je ne l'ai pas annoncé. Enfin, non, mais comme je le disais, moi, je l'ai découvert il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Non, mais officiellement, quoi. Et je l'ai pas annoncé. Je pense qu'en fait, c'est cette sensibilité, c'est cette façon de voir les choses, en fait. C'est cette émotion qui l'a plu, sans même lui mettre de nom dessus non plus. Ça lui a pas fait peur et il l'a presque peut-être vu comme un challenge ou en tout cas comme une façon de pouvoir m'accompagner aussi, de pouvoir m'apaiser quand j'ai des phases où je pars dans tous les sens. Et cette, tu vois, le fait que je puisse pleurer devant n'importe quoi, et c'est un truc qui l'attendrit, qui le fait marrer, donc je pense que il est peut-être pas hypersensible, mais en tout cas il est réceptif, il aime ça, et je pense qu'on se complète parce que lui sait m'apaiser et que voilà. Après, le meilleur conseil quand même aux hypersensibles que l'on peut donner, c'est pour les gens qui ne sont pas du tout réceptifs aux hypersensibles et qui vont pas être très compréhensifs. Il vaut mieux s'en détacher progressivement parce que de toute façon, à terme, il va y avoir un moment où vous allez plus tout à fait être sur la même longueur d'onde. Donc, pour apprendre, au moment où on apprend à l'accepter, il faut aussi apprendre à prendre les mesures nécessaires pour se détacher, en fait. Ou en tout cas, en avoir conscience et du coup savoir poser des limites et savoir à quoi s'attendre. Et moi, je sais que j'ai beaucoup souffert dans quelques relations amicales ou autres, que j'attendais beaucoup de l'autre et que parce que je donne beaucoup, j'attends beaucoup en retour. Je donne pas pour avoir en retour, mais j'attends en retour. Et j'ai souvent été très déçue de pas avoir le retour que j'attendais. Donc, de savoir aussi poser des limites ou changer un peu les attentes et savoir, tu vois, où tu les places ou en tout cas ce que tu donnes. Ça permet aussi de mettre une petite distance et peut-être de moins souffrir aussi de ce décalage avec les autres. Il y a plusieurs personnes qui parlent du travail et c'est vrai que la notion d'hypersensibilité au travail, tout à l'heure je vais donner une technique qui est vraiment une technique de visualisation, mais vraiment une technique qui apprend à se protéger de son environnement, et c'est une technique qui marche du feu de Dieu en open space pour toutes les personnes qui ont besoin justement de se protéger au travail, parce que oui, au travail c'est compliqué et impossible pour moi de mettre un masque. Ouais. Non, mais c'est hyper dur pour avoir bossé 2 ans et demi dans une boîte, en open space, justement. C'est très difficile parce que c'est une sollicitation en permanence. Et je sais que moi, je prenais très, très, très à cœur le moindre retour, le moindre retour qu'on pouvait me faire, et la moindre mission qu'on me donnait, si tu veux, j'y allais, mais à 200%. Ce qui est bien parce que du coup je suis très consciencieuse, je vais dans le détail, mais ce qui te demande aussi énormément d'énergie parce que ça prend encore plus de temps. Et c'est vrai que quand tu as des relations un peu toxiques au travail, je pense que de savoir l'identifier, c'est déjà un vrai pouvoir, enfin un vrai atout, un vrai avantage que tu peux avoir. Et ensuite de savoir jongler avec ça et jouer, et encore une fois c'est poser des limites, voilà, savoir jusqu'où tu es capable
de prendre les choses. Voilà. Et après, il faut toujours garder en tête que ça reste le boulot et qu'il ne faut rien prendre personnellement. Exactement. Donc, c'est encore différent que dans une relation amoureuse ou une relation amicale, mais le travail reste du travail. Donc, c'est complètement différent de toi, de ta personnalité. Si tu peux faire de ta personnalité un atout plus dans tes relations, dans les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu travailles, tes collègues ou des potentiels clients, tant mieux. Ouais. Mais il faut absolument savoir séparer les deux. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ça reste c'est un travail à faire en soi. Et je pense que qu'on soit hypersensible ou pas, de toute façon. Exactement, il faut adopter cette stratégie. Après, un hypersensible va beaucoup plus être enclin à chercher une quête de sens. Ça, c'est super prouvé. Donc, l'hypersensible, il ne va pas se satisfaire d'un job purement administratif, en administration. Il aura besoin, de toute façon, dans sa notion de travail. Donc, si ce n'est pas le cas, déjà, la première chose à changer, c'est de penser reconversion professionnelle. Ouais. Il faut une quête de sens. Donc, il faut que ça soit en exploitant sa créativité, soit en exploitant son intuition, soit en exploitant son empathie, mais utiliser en fait ce qui nous tient à cœur et utiliser ses émotions pour en faire quelque chose de beau. Donc, soit par l'art, soit par la thérapie, bon, là, parce que voilà, mais soit il y a plein de métiers en fait où on peut exploiter cette hypersensibilité. Donc, c'est aussi une piste à explorer en fait. Toujours aller chercher dans les profondeurs. Évidemment, l'hypersensible va être en quête de sens terrible. Et c'est même quelque chose qui, je pense, nous suit à vie et on va toujours être en quête de sens absolu. Pour parler concrètement, depuis que tu as découvert ton hypersensibilité, qu'est-ce que tu as mis en place pour satisfaire ton hypersensibilité? Alors, j'avoue que mon premier réflexe, mon plus grand besoin par rapport à cette découverte, ça a été d'en parler. La preuve en est. Donc, j'ai commencé à en parler à mes proches. Évidemment, j'en ai parlé à mon copain, à ma famille, et ça me tenait à cœur en fait de pouvoir en parler avec tous ces gens qui m'avaient déjà fait des retours sur ce premier post, d'aller chercher davantage aussi ces témoignages, de pouvoir. Ah, c'est bon. Non, tout va bien. Il est chargé de pouvoir... Ouais, j'ai 20%, donc dépêche-toi. Ok. Non, de pouvoir en parler. Il y a ça. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé un peu avant le confinement à faire du sport, mais là, j'avoue que le fait d'évacuer aussi physiquement me permet vachement d'avoir cette bulle, tu vois, de me défouler, de décompresser, puis d'avoir ce moment aussi pour moi. Je m'accorde aussi du temps pour moi, pour prendre soin de moi. Et ça peut paraître futile, mais je trouve que c'est très important d'avoir ce moment. C'est essentiel. Voilà, donc moi ça passe par aussi un petit moment de bain, de lecture. Tu te mets de la crème, tu prends du temps quoi. Tu prends du temps pour toi. Et en effet, le fait de pouvoir l'exprimer à travers l'art, l'écriture. Je me suis remise à écrire beaucoup, donc mettre des mots sur les émotions, pouvoir garder une trace et toujours la photo, etc. Donc l'art-thérapie, je te coupe, mais l'art-thérapie, c'est vraiment une piste à explorer. Donc l'art-thérapie, ça peut être, il y a plein d'art-thérapeutes sur les Amazones, il y en a. Ça peut être par le dessin, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le coloriage, ça peut être... mais c'est vraiment une piste à explorer pour développer sa créativité, justement. Ouais. Voilà. Okay, non, et le fait et le fait aussi de le savoir, d'étudier un peu le phénomène entre guillemets, enfin en tout cas le phénomène que nous sommes, me permet de l'accepter et du coup de mieux comprendre certaines choses et tu vois tout commence à faire sens. Et comme je disais, le fait de déculpabiliser, de comprendre davantage, de trouver beaucoup plus de sens à ma façon de vivre et de voir les choses. Le fait, tu vois, d'avoir besoin d'explorer plein de pistes. Enfin, voilà, c'est un process que je fais. Et je pense que vraiment, de pouvoir en parler, c'est pour moi une thérapie énorme. Alors, pour répondre à Lolo, j'ai tous les critères, mais je ne pleure jamais. Encore une fois, je répète,
Oui, oui, il faut pas cocher toutes les Ouais. cases. Par contre, Margot, tu avais parlé sur ton live d'un test. Peut-être que tu pourrais en parler pour indiquer aux gens s'ils veulent voir. Oui, alors c'est le test de cette fameuse Hélène Aron. Mm. Et je pense que si vous tapez sur Google test hypersensibilité Hélène Aron, Hélène E-L-A-I-N-E Aron, bah, sinon je le mets en commentaire. Ouais, ouais, Alors, ouais. attendez. Le live sera en Euh, replay pour Vivi. Hypersensibilité et voilà. HP sont-ils forcément liés? Voilà, je te laisse et puis on répondra aux questions après. Ben non, voilà. Et donc, vous tapez ça Voilà, sur bah, Google et sinon, bah, je le mettrai moi dans ma story, mais voilà. Ouais. Alors voilà, donc ça c'est le test si vous voulez bah, voilà, justement tester votre hypersensibilité, votre pourcentage d'hypersensibilité, donc que Margot a effectué. Je reviens à la première question à laquelle on n'a pas encore répondu. Quel autre mot pouvons-nous utiliser pour expliquer aux autres comme nous sommes? Parfois hypersensibles tombe directement dans le panneau dramatique. C'est très vrai. Et je n'ai pas de réponse à cette question. Si, bah, c'est de l'hyper-émotivité, c'est une très grande... Ouais. Une grande réceptivité. Voilà. Une grande réceptivité donc à ce qui t'entoure. Ça va être en effet bah, tous tes cinq sens qui sont très stimulés, encore plus que les autres. Tu vas entendre une ampoule au bout de la pièce que personne d'autre n'entend. Tu vas être très sensible à la lumière et aux arrangements de lumière. S'il y a trop de lumière ou si la lumière est trop blanche, etc., tu vas le ressentir différemment. Les matières, les textiles, tu vois, sur ta peau, ça va te gratter alors que d'autres s'en fichent. Mais encore une fois, c'est des critères. Moi, j'ai moins ça. Enfin, je l'aime, mais d'une manière complètement différente. Ça va être en effet te sentir très ému pour des choses très positives comme négatives. Avoir une grande empathie, donc ressentir les choses très fort. Boire un peu les émotions des autres et donc te sentir épuisé parce que quelqu'un en face de toi a une énergie négative ou pas d'ailleurs, hein, mais tu vas prendre le stress, l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, tu vois, ces émotions-là, mais comme les émotions très fortes, la joie, Oui, il y a je sais pas, aussi. l'excitation, l'enthousiasme, Ouais. etc. Enfin, voilà, et je pense que c'est en effet, comme tu dis, la très grande réceptivité Oui, aux c'est-à-dire choses qui qu'au lieu de se t'entourent. présenter comme hypersensible, on peut dire, OK, je suis un hyper réceptif. Et déjà, ça peut être une connotation. Perceptif. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et émotif, évidemment. Alors, Émotif. ça peut être vu comme une faiblesse, mais je pense que l'émotivité, c'est aussi c'est avoir la délicatesse de ressentir les choses très fort et que ce soit dans de l'art, comme dans la vie, dans les êtres humains, comme dans la nature, tu vois, te sentir complètement submergé par un paysage. Voilà. Alors, hypersensibilité et HP sont-ils forcément liés? Non, pas nécessairement. C'est vrai qu'une grande partie l'hypersensibilité est vue comme une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. Ouais, je vous rassure, je suis pas surdouée. Non, mais bah, tu sais, tu as fait le test peut-être? Non, j'ai pas fait le test. Mais oui, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. On a une plus grande intelligence émotionnelle. Ouais, voilà. Du coup, ça peut être vu comme bah, un potentiel, clairement, mais au potentiel, pas nécessairement. On peut être hypersensible et HP. On les appelle zèbres, etc. On pourrait parler Et ça, c'est encore un cas encore un petit peu plus spécifique parce que c'est des gens qui peuvent être encore plus en situation de souffrance. Voilà. Avez-vous justement peut-être essayé de voir une thérapeute? Je pense personnellement à un blocage. Alors, bah, moi, forcément, je vais prendre l'hypnose, hein, parce que je prêche pour ma paroisse. Mais il y a toutes sortes de thérapies. Avant de découvrir l'hypnose, j'ai découvert toutes sortes de thérapies. Je ne sais pas si Margot, toi, tu as un commentaire à faire là-dessus, mais bah, ça peut passer énormément par du coaching. Il y a énormément de coachs spécialisés dans l'hypersensibilité. J'ai même une amie qui m'a parlé d'une coach qui s'appelle Audrey Hakoun, qui apparemment est excellente. T'en as entendu parler? Ouais, j'ai vu un live qu'elle a fait. Ouais.
avec Charlotte Husson et c'était top. Moi, c'était le premier live en fait que je regardais, la première personne que je voyais parler d'hypersensibilité. Donc forcément, j'étais hyper émue. Et j'étais comme une dingue parce que j'étais mais moi aussi, mais oui, mais grave. Et très lumineuse, très positive, très solaire. Et c'est bien parce que t'as envie en fait de vraiment le ressentir et de pouvoir en parler comme une force. Donc oui, je te laisse continuer, mais je vois qui c'est. Bon, bah alors, elle est apparemment, elle fait un super suivi coaching pour les hypersensibles. Après, il peut y avoir, en effet, l'hypnose, mais aussi, et on a reperdu Margot, je le sentais. Ah, bah voilà, Margot nous a quittés, mais elle va se reconnecter, j'en suis sûre. Donc, je vais continuer à répondre à la question. Au niveau de la thérapie, il faut explorer toutes sortes de pistes et puis en fait ça va aussi énormément dépendre du thérapeute, mais le reiki, le magnétisme, mais il peut y avoir aussi le yoga, la méditation, il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir tout simplement un suivi psychologique, mais c'est vraiment en fait la question est vraiment de trouver le bon thérapeute pour vous faire accompagner, parce que forcément c'est parfois lié à un blocage, mais ça peut parfois être lié à une histoire compliquée, ça peut être lié, c'est-à-dire qu'on est avec une prédominance, en fait, une facilité peut-être à être hypersensible, mais après on va le développer ou on va pas le développer. Donc c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez travailler avec un thérapeute. Autre thérapie que l'art-thérapie, je pense que tout ce qui est artistique, autre chose que l'art-thérapie, donc où est Margot? L'autre thérapie que l'art-thérapie, c'est tout ce que j'ai dit. Là, je vois Margot. Je viens seulement d'arriver. Petite question, l'hypocondrie peut-il faire partie de l'hypersensibilité? Non, pas nécessairement. C'est pas un des critères. Je dirais que l'hypocondrie est plus liée probablement à une anxiété. Donc, je travaillerai plutôt, moi, en tant que thérapeute, sur l'anxiété de la personne. Plutôt que sur une hypersensibilité, mais ça peut tout à fait être lié, bien que ce ne soit pas un critère prédominant. Sophrologie, très bien aussi pour calmer aussi. J'encourage tout à fait la sophrologie pour les hypersensibles. Tous les HP seraient hypersensibles, mais l'inverse ne serait pas vrai, tout à fait d'accord. Hypersensible et manager une équipe, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Audrey Akoun, Koun. Pensez-vous que l'intuition peut amener à la médiumnité? Tout à fait. Quand on pratique en fait son intuition, plus on va la pratiquer, plus on va la développer à travers certains outils comme la méditation, comme le yoga Kundalini, comme l'auto-hypnose. On va être plus à même de développer en fait des flashs et d'avoir peut-être des ouvertures médiumniques. Donc, c'est tout à fait quelque chose qu'il faut développer dans le cas où vous voulez aller vers ça. La course à pied est très bien. Le Reiki est génial pour s'apaiser. Tout à fait. I'm back. Je ne te vois pas, Margot. On est en attente de Margot. Oh, je suis désolée. Et j'étais en train de faire mon petit monologue. J'ai vu, c'était top, c'est top. C'est super, je suis désolée voilà. En fait, j'ai 15% de batterie, donc j'ai voulu mettre mon chargeur, mais en effet, j'ai l'impression que ça bug quand je mets pas mes écouteurs. Bon. Donc voilà. Mais j'étais en train de catch-up. Ouais, j'ai vu, je regardais du coup. Donc, t'inquiète. Tout à l'heure, tu disais tu avais des tips pour les hypersensibles en open space. On va y arriver dans 5 minutes. Je vais passer aux 2 outils que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Et puis après, l'anxiété est plus présente que l'hypocondrie. Oui, tout à fait. Toujours les bons mots. Comment gérer lorsqu'on est hypersensible, un fort sentiment de culpabilité, peur de décevoir. Ouais. Tellement tout le temps, ça, c'est horrible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. La peur de l'autre. On peur d'avoir peur, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens énormément, c'est-à-dire la peur de froisser l'autre. Je fais énormément passer les besoins, les envies, les désirs de l'autre
avant les miens. Et c'est vrai que souvent, ça... Mais le fait de le savoir, de l'identifier, finalement, je suis plus heureuse comme ça, mais ça me fait plaisir. Et c'est pas grave. Maintenant, il faut aussi, à un moment donné, quand tu as vraiment un choix que tu as envie d'imposer, se dire que, en fait, les gens en face de toi ne réagissent pas de la même manière. Donc, tu t'imagines, tu anticipes leur réaction en imaginant qu'ils vont t'en vouloir ou être contrariés, alors que pas du tout, en fait. Donc, il faut faire l'exercice de temps en temps avec des proches de se dire, OK, non, attends, je vais prendre le risque. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez être agréablement surpris parce que ça va pas être pris comme vous l'imaginez et comme vous le redoutez et comme vous l'anticipez. Et si c'est le cas, encore une fois, je pense que la communication, c'est la meilleure des clés pour exprimer ce qui va pas et ce dont vous avez besoin et pourquoi vous les ressentez de cette manière. Tout à fait. On parle aussi de la kinésiothérapie, je connais moins, mais j'encourage à vraiment explorer toutes. Alors, les lectures sur l'hypersensibilité, je crois que tu avais fait un post là-dessus, non? Oui, en fait, j'ai fait un petit document avec un article du Huffington Post et le test d'Hélène Aron et toute une liste de livres qu'on m'avait conseillés. Donc, peut-être que je pourrais t'envoyer ce document et tu le partageras sur ta page. On le partagera sur le compte des Amazones, du coup. Ok, super. Et puis, on va passer aux petits exercices pratiques. Donc, il y en a deux. On va commencer par le premier, qui est un exercice absolument génial qu'on apprend aux thérapeutes en début de formation pour apprendre à se protéger, en fait. Oui, je vois qu'il y a une Charlotte. Donc, le premier exercice, c'est de se protéger, en fait, de son environnement extérieur. Pardon, je voulais dire un truc aussi. Ouais. Parce que je suis un peu dans cette démarche aussi, mais il faut, je pense, c'est important aussi de savoir l'identifier chez les enfants. Complètement. Et ça peut être un autre sujet encore, mais voilà, de rester, de savoir que c'est quelque chose qui peut se développer, mais qui peut être là aussi chez les enfants très jeunes, très tôt, et c'est très important de pouvoir l'identifier. Et moi, je pense que j'ai mis du temps aussi. Alors, si après, on passe à l'exercice pratique. Je suis désolée, mais non, mais attends, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à l'identifier ou le savoir parce que ma vie personnelle a fait que j'ai vécu des drames très jeunes. Donc, j'ai toujours pensé que j'étais très émotive, très sensible à cause de ça, qu'il y a une forme de résilience aussi grâce à ça. Et je pense qu'en fait, tout est forcément lié. J'ai certainement développé cette hypersensibilité avec ce que j'ai traversé, mais ça peut être aussi inhérent et inné chez quelqu'un. Donc, c'est important de pouvoir être ouvert à ce sujet et à cette définition pour pouvoir peut-être aussi accompagner différemment, mieux les enfants jeunes, mais aussi à l'âge de l'adolescence, etc. Complètement. Voilà, allez. En fait, je suis complètement d'accord parce que pour rebondir, en fait, on va apprendre à l'enfant en premier lieu d'accepter en fait et d'accueillir ses émotions sans porter de jugement dessus. Et en fait, le fait d'accueillir ses émotions, une émotion est ni positive ni négative. Une émotion, c'est une réaction chimique en fait du corps qui indique quand quelque chose ne va pas. Quand c'est une émotion du type colère ou du type tristesse ou du type anxiété, c'est juste pour vous indiquer que ça ne va pas. Ce n'est ni positif ni négatif. Si on le refoule, ce que peuvent faire des hypersensibles qui ne sont pas à l'écoute de leurs émotions et de leurs ressentis, et ben là, c'est là où ça va se transformer en stratégie de phobie sociale, en stratégie d'évitement, en dépression, etc. Donc, si c'est reconnu jeune, ouais, vas-y. Non, mais je pense qu'il y a aussi, je pense qu'il y a aussi chez les jeunes ce sentiment de solitude également et de mise à l'écart que tu as du mal à accepter ou à comprendre ou à identifier quand tu es jeune parce que les ados ou tu vois, autour de 10-12 ans, ils peuvent être quand même très durs entre eux aussi. Et il y a ce truc où tu te sens en décalage. Quand tu es jeune, c'est difficile à comprendre, à accepter aussi. Donc, je pense que c'est important.
je sais pas s'il y a des parents et qui peuvent reconnaître ça chez leurs enfants, mais de pouvoir peut-être en parler et donner des clés et voilà et ouvrir le sujet sans que ce soit du coup une crainte, un sujet tabou et voilà, ça peut rassurer aussi les enfants qui se sentent pas complètement à l'écart de leur bande de copains, qui se sentent pas complètement différents, c'est pas des marginaux, ils ont juste des super pouvoirs un peu différents et Exactement. voilà, de pouvoir les accompagner, en parler avec eux, ça peut permettre aussi de développer justement la créativité, une autre forme d'empathie, voilà. Ça, si c'est perçu tôt, ça peut se transformer en un trésor énorme très tôt aussi, donc ça vaut le coup d'en parler. C'est tellement positif comme message et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Maintenant, on passe à l'exercice pratique. Bon, alors l'exercice pratique, il va vous paraître peut-être complètement abstrait, mais encore une fois, alors, c'est un exercice qui est aussi plus facile à faire en état hypnotique. En état hypnotique, on a le mental en fait qui est plus apaisé, donc on n'a pas cette petite voix intérieure qui est en train de dire de quoi est-ce qu'elle me parle. Mais c'est un exercice qu'on peut pratiquer totalement en état d'éveil classique. Et en fait, c'est un exercice que plus on va pratiquer et plus ça va être efficace. Et c'est l'une des premières choses qu'on apprend aux thérapeutes quand ils se forment, c'est apprendre à se protéger. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même tous transfert d'énergie et que sans de dire qu'une personne est négative ou malveillante, il faut se protéger en fait de son environnement extérieur parce qu'il faut se protéger de ces énergies qui ne sont pas toujours hyper positives pour nous. Et de la même façon qu'en ce moment, on porte un masque dans la rue pour se protéger du Covid, et ben maintenant, vous allez, en plus du masque, instaurer votre coque psychique. Donc, ça prend 3 minutes, mais Margot, j'espère que j'ai de la batterie. Attendez, si jamais mon téléphone s'éteint, merci à tous d'avoir été là. Mais non, tu te reconnectes, tu vas pas me laisser faire. J'ai besoin d'une démo. Bah ouais, non, mais attends, comment on fait? Parce que si j'ai plus de batterie, il faut que j'ai mes écouteurs pour que ça fonctionne. Bon, bref, je me reconnecte. On va trouver une solution. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, tu peux. D'abord, les premières choses à savoir, c'est la respiration. Donc, pourquoi respirer? C'est pour se concentrer, se recentrer et être à l'écoute en fait de son corps et de ses ressentis. Donc, tu peux fermer les yeux ou les laisser ouverts, peu importe. On peut faire cet exercice debout, donc les jambes à hauteur du bassin ou bien ancrées, les pieds dans le sol, assise avec le dos contre la chaise en fait du dos et bien fermer les yeux, se recentrer et puis faire quelques respirations conscientes, donc des inspirations profondes et peut-être des expirations un petit peu plus lentes pour vraiment chasser les tensions dans le corps. Bon, c'est pas l'hypnose, hein, mais ne pars pas. Mais vraiment, tu peux te recentrer et puis inspirer profondément et puis relâcher toutes les tensions chasser toutes les tensions dans le corps. Et puis, tu peux visualiser une espèce de bulle ovale qui entoure ton aura. Donc, en fait, plus ton aura est puissante et plus cet exercice va être aussi efficace. Tu peux visualiser parce qu'en fait, les hypersensibles ont aussi beaucoup d'imagination, donc il va être plus facile pour toi de le visualiser. Une bulle ovale à 40 cm à peu près de toi et qui t'entoure et qui t'enveloppe du sommet de ta tête à 40 cm au-dessus de ta tête et puis qui se referme vraiment autour de toi. Et tu peux programmer qu'à l'intérieur de cette bulle, il n'y a vraiment qu'harmonie. Et tu peux visualiser une petite ouverture dans cette bulle au niveau de ton troisième œil, entre tes sourcils, pour pas te couper en fait de tes perceptions intérieures, pour pas te couper de ton intuition justement. Et ça, cet exercice, tu peux le pratiquer tous les matins au réveil et te dire, ok, je me recentre, je fais quelques exercices de respiration et je visualise cette bulle qui m'entoure. Et ça, à force de le pratiquer,
et ben, tu te rendras compte qu'au bout du deuxième, troisième jour, tu seras déjà bien plus protégé en fait, des agressions extérieures. Et de la même façon que si tu n'as pas eu le temps un matin de faire ta petite bulle psychique, tu peux, et tu es en situation d'urgence, tu croises quelqu'un que tu n'as pas du tout envie de voir, ou tu es t'es dans une soirée et tu sens que les énergies sont un peu négatives, etc. Tu peux visualiser carrément une vitre opaque. Et puis tu peux imaginer qu'en fait, toute l'énergie négative coule sur cette vitre et ne t'atteint pas. Ça peut paraître abstrait, mais ça a été prouvé. Le cerveau ne fait pas de différence en fait entre l'imaginaire et le réel. Donc, tu envoies en fait des informations à ton cerveau et tu programmes ton cerveau qui envoie des impulsions électriques. Donc, tout ça, c'est prouvé. Et il faut vraiment le pratiquer pour que ça soit efficace. Donc, ça, c'est le premier exercice. C'est visualiser cette... Il faut que j'arrête de faire ça. C'est de vraiment visualiser cette coque psychique. Après, l'autre exercice, c'est pour vraiment apprendre à chasser une émotion négative et en la remplaçant par une émotion plus positive. Donc, c'est un exercice purement PNL, programmation neurolinguistique, où encore une fois, on va bien s'ancrer dans le sol et puis prendre des bonnes respirations et puis on va fermer les yeux. Et ça, c'est ce qu'il faut faire quand on ressent qu'il y a énormément il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on est dans une bad mood, il y a quelque chose qui va pas, etc. On va s'écouter. Donc, on va essayer de fermer les yeux, de localiser en fait où est-ce que dans le corps il y a ce mal-être et on va lui donner une forme. On va utiliser nos 5 sens, justement, ce qu'on appelle le VACOG, donc visuel, auditif et kinesthésique. Et on va donner une couleur, une texture, une forme et on va localiser donc dans cette partie du corps où est-ce qu'on ressent ce mal-être. Il y a des gens qui vont dire ok, c'est une fumée noire au niveau de mon plexus solaire ou c'est une boule rouge au niveau de mon ventre ou c'est un gros caillou dans ma tête. Bon bref, l'idée c'est ça. Et une fois qu'on l'a bien localisé, qu'on l'a bien symbolisé, encore une fois, on est hyper inventif, on est hyper dans l'imaginaire parce qu'on a cette faculté d'avoir un grand, grand pouvoir d'imagination et on va imaginer que cette forme, on peut la transformer en une forme qui ne gêne plus, une forme qui est positive. Donc, typiquement, une fumée noire dans le plexus solaire peut se transformer en papillon rose dans le ventre et tout est possible. Donc, on va visualiser ce processus de transformation et voir comment ça se transforme, être à l'écoute de ça. Et une fois que c'est fait, ressentir tout d'un coup les sensations de satisfaction, de bien-être. Et puis, cette forme qui va changer, cette forme qui va... Et ces images, en fait, ont un pouvoir très puissant parce qu'une fois de plus, le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Et du coup, à chaque fois, en fait, que le mal-être va apparaître, on peut à nouveau se recentrer et puis être à l'écoute de cette forme, où est-ce qu'elle est, et la transformer. Et se remplir de cette nouvelle sensation de satisfaction, de bien-être. Bon, c'était encore une fois un peu en accéléré. Ouais. Mais, Non, mais... la big picture, c'est ça. Si vous avez, je vais peut-être faire un tuto avec un petit peu plus détaillé pour les personnes qui veulent pratiquer. Mais c'est 2 techniques à pratiquer quotidiennement, dès que ça arrive. En tout cas, la coque psychique à faire tous les jours. Et plus vous allez pratiquer, et plus vous allez voir qu'il est facile, en fait, de changer une émotion, de changer son mindset. Et on a reperdu Margot une fois de plus, mais elle va revenir. Enfin, je l'espère. Et, et la bulle entoure le corps tout entier. J'ai vu les questions, je vais réactiver les commentaires. La bulle vraiment entoure le corps tout entier, donc du sommet en fait de la tête. Même, donc visualisez juste cette ouverture au niveau du 3e œil. Et, et puis, on peut même visualiser, parce qu'on a énormément d'imagination, des portes coulissantes, en fait. La batterie is gone. Des portes coulissantes pour nous permettre de nous ouvrir aussi au monde extérieur. Voilà, je vais peut-être faire des tutos un petit peu plus... on a été bousculé par la batterie de Margot.
Mais je ferai des tutos plus détaillés pour ces exercices à pratiquer. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. C'est comme le corps. C'est vraiment, oui, tuto. Je vous promets, je vais le faire dès ce soir. Et c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Et c'est comme, oui, j'ai du mal à me projeter dans le deuxième exercice. Bah, je comprends, je l'ai fait en très rapide. Donc, je vais les mettre ce soir sur mon compte. Et puis, merci à tous si vous avez des questions. Le nom de ces exercices, donc le premier, c'est la coque psychique. Et le deuxième exercice, c'est chasser une émotion négative, PNL, programmation neurolinguistique. Comment se protéger émotionnellement des personnes agressives de notre travail? Bah, typiquement, il faut commencer par la coque. Et puis, au fur et à mesure des jours, vous allez voir que la coque vous distancie énormément des agressions que après, bon, il faut aussi apprendre à gérer sur un plan un petit peu plus terrestre. Mais merci à tous et n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Le live va être en replay et je vais vous faire ces tutos ce soir et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir. Avec les pierres. Ah, je crois qu'il y a Margot.